Pour fabriquer l'arme la plus complexe de l'histoire, il ne fallait pas les plus grands savants du monde, mais des jeunes femmes sans éducation, tout juste sorties des fermes des Appalaches. Cette affirmation semble absurde. Au cœur du projet Manhattan, des machines d'une complexité inouïe, conçues par des lauréats du prix Nobel, furent confiées non pas à des physiciens titulaires d'un doctorat, mais à des opératrices qui ignoraient tout de la physique nucléaire. Elles ne savaient même pas ce qu'elles fabriquaient. Pourtant, ce sont elles qui ont réussi là où les plus grands esprits avaient échoué. L'histoire de la bombe atomique n'est pas seulement celle d'une percée scientifique, mais celle d'un paradoxe humain qui a redéfini la nature même de l'expertise. Ce choix, qui défie toute logique, n'était ni un accident, ni un acte de désespoir. C'était une décision stratégique, née d'un échec cuisant et d'une prise de conscience brutale. Au fil de ce récit, vous découvrirez la faille structurelle cachée au cœur du plus grand projet scientifique de tous les temps. Vous comprendrez pourquoi la connaissance théorique, habituellement perçue comme une force, était devenue un obstacle insurmontable. Cette histoire révèle un principe psychologique fondamental. Face à un certain type de complexité, l'intuition d'un novice discipliné peut surpasser l'analyse d'un expert. La vérité derrière le succès du complexe Y12 d'Oak Ridge est une leçon contre-intuitive sur l'innovation et la résolution de problèmes sous une pression extrême. Nous sommes en 1942. Le monde est en guerre et une course effrénée contre l'Allemagne nazie est engagée pour maîtriser l'arme ultime. Dans une vallée isolée du Tennessee, un projet secret d'une ampleur sans précédent sort de terre. Oak Ridge. Une ville entière, rayée des cartes, abritant le complexe Y12, un labyrinthe industriel gigantesque dont l'unique but est de produire de l'uranium-235. L'isolement est total, le secret absolu. Des dizaines de milliers de personnes y travaillent sans connaître la finalité de leur labeur, sous le contrôle strict de l'armée américaine. Chaque jour compte, chaque gramme d'uranium enrichi rapproche les alliés de la victoire ou les nazis de la domination mondiale. L'air est saturé d'urgence. Le défi technologique est colossal. Séparer l'isotope fissile U-235 de l'U-238, chimiquement identique, est une tâche d'une difficulté herculéenne. Pour y parvenir, le physicien Ernest Lawrence a conçu les calutrons, d'immenses spectromètres de masse. Ces machines sont des monstres de technologie, des enchevêtrements de câbles, de cadrans et d'électroaimants qui exigent des ajustements constants et d'une précision microscopique. La doctrine officielle est sans appel. Seuls les scientifiques les plus qualifiés, ceux qui comprennent la physique sous-jacente, peuvent espérer piloter ces engins instables et capricieux. L'idée de confier un tel équipement à des non-spécialistes est considérée non seulement comme inefficace, mais comme un sabotage potentiel de l'effort de guerre. À la tête de cette opération titanesque se trouve le général Leslie Groves. Il n'est ni physicien ni ingénieur de génie. C'est un bâtisseur, un logisticien implacable dont l'obsession est le respect des délais. Pour lui, le projet Manhattan n'est pas une quête de connaissances, mais un problème de production. Il méprise les débats théoriques interminables des scientifiques qu'il considère comme des outils brillants, mais souvent peu fiables. Groves ne raisonne qu'en termes de résultats mesurables. Tonnes de matériaux déplacés, bâtiments construits, et surtout, grammes d'uranium-235 par jour. Son autorité est absolue, son impatience légendaire. Il est la force motrice et la pression incarnée qui pèse sur chaque homme et chaque femme à Oak Ridge. Le projet démarre et le système, si logiquement conçu, s'effondre. Les premiers calutrons sont mis en service, pilotés par une armée de physiciens et de titulaires de doctorats venus des plus grandes universités du pays. Les résultats sont désastreux. Les machines sont incroyablement instables, les rendements sont proches de zéro. Les experts, armés de leur savoir théorique, tentent de comprendre et d'anticiper le comportement des machines. Ils ajustent les paramètres en se basant sur des équations complexes, mais chaque intervention semble aggraver la situation. Les pannes se multiplient, le précieux uranium est gaspillé. Le projet, qui a coûté des milliards de dollars, est au bord de l'échec. La doctrine de l'expertise scientifique vient de se heurter au mur de la réalité industrielle. La pression sur le général Groves devient intolérable. Washington exige des résultats. Les rapports de production sont vides. Les scientifiques, au lieu de produire, s'enferment dans des querelles théoriques pour expliquer les défaillances. C'est alors qu'un ingénieur, observant les rares moments où les machines fonctionnent correctement, remarque un détail troublant. La stabilité semble survenir non pas lorsque les opérateurs réfléchissent intensément, mais lorsqu'ils effectuent des ajustements simples et répétitifs, presque machinalement, comme s'ils suivaient une routine sans la comprendre. Cette observation anodine est une bombe. Elle suggère que la connaissance profonde de la théorie n'est pas seulement inutile, mais qu'elle est peut-être le problème lui-même. Une idée folle commence à germer. Et si la solution n'était pas plus de savoir, mais moins? Dans la vallée boueuse d'Oak Ridge, au Tennessee, un monde nouveau était arraché à la nature sauvage à une vitesse vertigineuse. Nous sommes en 1943. Ce lieu, qui n'existe sur aucune carte, est devenu un labyrinthe de béton et d'acier, une cité-usine entièrement dédiée à un seul objectif secret. 24 heures sur 24, le bruit des constructions et le vrombissement des machines résonnent, symbole d'une urgence absolue. Cet isolement n'est pas un accident, mais une stratégie délibérée. Créer une enclave hermétique, un laboratoire à l'échelle d'une ville, où les lois normales du monde extérieur ne s'appliquent plus.
La logistique pour y acheminer des dizaines de milliers de personnes et des montagnes de matériel est une prouesse militaire en soi, un premier signe que ce projet obéit à une logique de guerre totale. Le système qui régit la vie à Oak Ridge est un dispositif militaro-industriel d'une rigidité implacable. Chaque journée est rythmée par des protocoles stricts où le secret est la règle d'or. Des milliers de travailleurs effectuent des tâches répétitives et compartimentées, ignorant totalement la finalité de leur labeur. Ils savent qu'ils participent à l'effort de guerre, mais ne connaissent ni la nature du projet, ni même le nom de ce qu'ils manipulent. Cette culture de la compartimentation, baptisée « Need to Know », est conçue pour garantir la sécurité, mais elle crée aussi une atmosphère de pression psychologique constante. Chacun est un rouage minuscule dans une machine immense et mystérieuse, et la seule certitude est que l'échec n'est pas une option. La hiérarchie est d'une clarté militaire. Au sommet, le général Leslie Groves, qui n'a de compte à rendre qu'au président. Il est l'autorité exécutive suprême, contrôlant les budgets, la logistique et les délais avec une poigne de fer. En dessous de lui, les directeurs scientifiques, des sommités comme Ernest Lawrence, sont responsables de la conception théorique. Cependant, leur génie est subordonné aux impératifs de production de Groves. Une tension palpable existe entre les physiciens, qui veulent comprendre et expérimenter, et le général, qui ne voit que des graphiques de rendement. Pour lui, la science est un outil, pas une fin en soi. Cette structure place le pragmatisme brutal de l'ingénieur militaire au-dessus de la quête de connaissance du savant. Au cœur de ce système repose une doctrine officielle, un dogme considéré comme inattaquable, la doctrine de l'expertise scientifique. Les calutrons, ces machines d'une complexité inouïe, sont perçus comme des instruments si délicats et capricieux que seuls des esprits formés à la physique nucléaire, des titulaires de doctorat, peuvent espérer les maîtriser. L'idée de confier leur pilotage à des non-spécialistes est une éphésie, l'équivalent de donner un scalpel à un fermier. Cette croyance est profondément ancrée dans la culture académique qui fournit le cerveau du projet. Elle n'est pas simplement une recommandation opérationnelle, elle est le fondement sur lequel toute la stratégie de production a été initialement construite. Personne n'ose alors la remettre en question. Parallèlement, une autre doctrine, tout aussi rigide, gouverne les ressources matérielles, la doctrine de l'intangibilité monétaire. Les réserves de métaux précieux du trésor américain, en particulier l'argent, sont le socle de la stabilité économique du pays en temps de guerre. Ces lingots ne sont pas considérés comme des matériaux, mais comme la représentation physique de la confiance nationale. Les utiliser à des fins industrielles, même pour le projet le plus vital de l'histoire, est un tabou absolu, un sacrilège économique et politique. Cette règle formelle crée un mur infranchissable entre les besoins du projet et les ressources de la nation, une séparation conceptuelle qui semble logique et nécessaire pour préserver l'économie de l'effondrement. La culture opérationnelle qui en découle est celle de la force brute. Face à un obstacle, la solution par défaut n'est pas l'optimisation ou l'ingéniosité, mais l'augmentation de l'échelle. Si une machine a un faible rendement, on en construit 100 de plus. Si une tâche prend du temps, on y affecte 10 fois plus de personnel. C'est la mentalité du corps des ingénieurs de l'armée, appliquée à un problème de physique nucléaire. Cette approche, si efficace pour construire des barrages ou des routes, se heurte à la nature subtile et instable des calutrons. Les scientifiques tolèrent cette méthode car elle leur donne des ressources quasi illimitées, tandis que les militaires la privilégient car elle est mesurable et correspond à leur formation, vaincre par la masse. À première vue, le système est dans un équilibre tendu mais fonctionnel. Il incarne la puissance américaine, le génie intellectuel des universités allié à la puissance logistique de l'armée. La croyance partagée est que le défi principal est de nature scientifique. Une fois que les physiciens auront résolu l'équation fondamentale de la séparation isotopique, la production de masse suivra presque automatiquement, portée par la formidable machine industrielle du pays. La fabrication de l'uranium-23 est vue comme une simple conséquence de la découverte, une étape de mise en œuvre et non comme le principal couteau d'étranglement. Cette conviction donne à tous les acteurs, de Groves aux scientifiques, une confiance immense dans l'issue finale du projet. Pourtant, sous cette surface de confiance se cache une fragilité structurelle. Le premier postulat à s'effondrer est celui de l'élitisme de la connaissance. La foi aveugle dans les opérateurs titulaires d'un doctorat se heurte à un mur de panne et de rendement quasi nul. Leur savoir théorique les pousse à suranalyser, à chercher des causes complexes là où des ajustements intuitifs et répétitifs sont nécessaires. Le système a été conçu en supposant que la compréhension intellectuelle était la clé du contrôle, mais la réalité prouve le contraire. La complexité des calutrons n'est pas analytique, elle est chaotique. Cette première fissure révèle que le dogme central du projet est non seulement faux, mais contre-productif. La seconde fragilité, plus mortelle encore, est matérielle. L'ensemble du complexe Y12, avec ses centaines de calutrons, dépend d'une ressource critique, le cuivre. Les énormes électroaimants des machines nécessitent des milliers de tonnes de fils de cuivre de haute qualité. Or, en pleine guerre mondiale, la quasi-totalité du cuivre disponible est réquisitionnée pour la production de douilles, de câblages et d'armements conventionnels. Le projet Manhattan, l'entreprise la plus prioritaire du pays, se retrouve paralysé par une pénurie banale mais absolue. Le système, bâti sur une logique de force brute, découvre soudain une limite physique infranchissable. La plus grande quête scientifique de l'histoire est sur le point d'échouer par manque de fil.
Au milieu de ce chaos organisé se trouve un homme qui n'aurait jamais dû être là. Le major Harrison Reed n'est pas un physicien théoricien issu d'une prestigieuse université de l'Ivy League. C'est un ingénieur du corps des ingénieurs de l'armée, un homme dont la carrière s'est construite dans la boue et le béton, a érigé des barrages et des ponts à travers l'Amérique. Son esprit n'est pas fait pour les équations abstraites, mais pour la mécanique implacable du monde réel. Pragmatisme, observation et une profonde méfiance envers tout ce qui ne peut être mesuré ou touché le définissent. Il est un rouage dans la machine militaire, mais un rouage qui commence à grincer, car sa formation lui a appris une chose, une structure mal conçue finit toujours par s'effondrer. Sa position officielle est celle d'un fantôme, officier de liaison entre le commandement militaire du général Groves et l'élite scientifique. Il est le traducteur, celui qui doit convertir les besoins ésotériques des physiciens en ordres logistiques concrets et les échecs de production en rapport que le général puisse comprendre. Cette position le place au cœur de la fracture culturelle du projet. Pour les scientifiques, il n'est qu'un bureaucrate en uniforme, incapable de saisir la subtilité de leurs travaux. Pour Groves, il est un mal nécessaire, un officier potentiellement contaminé par l'indiscipline et les atermoiements des théoriciens. Reed est un homme de nulle part, un observateur coincé entre deux mondes qui se méprisent mutuellement, n'appartenant à aucun. Là où les autres voient des données et des théories, Reed possède une compétence presque anachronique, une capacité d'observation obsessionnelle. Il ne passe pas son temps dans les salles de réunion, mais sur le plancher assourdissant de l'usine Y12. Pendant des heures, il reste immobile, le regard fixé non pas sur les instruments de mesure complexes, mais sur les mains des opérateurs. Il mémorise la cadence de leurs gestes, la légère pression sur un cadran, le son presque imperceptible qu'émet un calutron juste avant de se stabiliser. Il compile des carnets entiers de détails que les physiciens jugent insignifiants. Il croit en ce qu'il voit, pas en ce que les manuels disent qu'il devrait voir. C'est sa force et sa déviance. Son conflit intérieur est une guerre silencieuse entre la discipline et l'intuition. En tant qu'officier, toute sa carrière a été bâtie sur le respect de la chaîne de commandement et de l'autorité des experts désignés. La doctrine officielle stipule que seuls les titulaires d'un doctorat peuvent maîtriser les calutrons, et son devoir est de faire appliquer cette règle. Pourtant, ses yeux lui montrent une vérité insupportable. Les experts échouent. Leurs interventions, basées sur une compréhension théorique profonde, ne font qu'aggraver l'instabilité des machines. Il est déchiré entre son devoir d'obéir à un protocole qui mène le projet au désastre, et sa certitude grandissante que la solution se trouve dans la violation même de ce protocole. Le premier affrontement est feutré, bureaucratique. Reed commence à inclure ses observations dans ses rapports de production. Au lieu de simples chiffres, il détaille les routines manuelles, presque chorégraphiées, des rares opérateurs qui obtiennent des résultats sporadiques. Il suggère de standardiser ces gestes simples, une approche qui va à la contre directe des ajustements complexes et théoriques préconisés par les scientifiques. Ces mémos sont accueillis avec un mépris poli. On le renvoie à sa mission logistique, lui rappelant que la physique nucléaire n'est pas de son ressort. Le système se protège. Il identifie sa vision pragmatique non pas comme une solution, mais comme une contamination de la pureté scientifique du projet. La résistance est polie, mais absolue. La crise du cuivre transforme son conflit interne en une certitude glaciale. Le goulot d'étranglement n'est plus théorique, mais brutalement physique. L'approche de la force brute, construire plus de machines pour compenser le faible rendement, est désormais impossible. Pendant que Groves se démène pour réquisitionner le moindre fil de cuivre du pays et que les scientifiques tentent de concevoir des électroaimants moins gourmands, Reed voit l'impasse sous un autre angle. Ils s'acharnent tous à résoudre le mauvais problème. La question n'est pas de trouver plus de cuivre, mais de rendre les machines existantes si efficaces que le besoin de cuivre s'effondre. Il comprend que la solution à la crise matérielle se trouve dans la résolution de la crise opérationnelle. Cette prise de conscience l'isole définitivement. Il est désormais le seul à connecter les deux échecs critiques du projet, l'inefficacité des opérateurs experts et la pénurie matérielle paralysante. Il détient une vérité simple et puissante. Améliorer radicalement le rendement des calutrons existants annulerait la nécessité d'en construire des centaines d'autres, rendant la crise du cuivre caduque. Mais cette solution est enfermée dans son esprit, accessible à une hiérarchie qui ne fait confiance qu'aux diplômes et aux titres. Le poids de cette connaissance est immense. Il est un officier subalterne, témoin d'une erreur systémique colossale, mais sa voix est inaudible, étouffée par le prestige de ceux qui se trompent. La faille personnelle de Reed est l'autre face de sa plus grande qualité, une confiance têtue, presque arrogante en son propre jugement. Il nourrit un mépris profond pour l'intellectualisme déconnecté des résultats tangibles, ce qui le rend incapable de manœuvrer politiquement. Il ne sait pas flatter les scientifiques ni enrober ses conclusions pour Groves. Sa communication est directe, factuelle, souvent perçue comme abrasive. Il voit le problème et sa solution avec une telle clarté qu'il ne parvient pas à comprendre l'aveuglement de ses supérieurs, perdus dans leurs dogmes et leurs protocoles. C'est cette impatience, cette incapacité à naviguer les failles humaines du système qui le poussera inévitablement à une confrontation directe et dangereuse. Un télégramme chiffré du département de la guerre arrive sur le bureau du général Groves. Le message est glacial et sans équivoque. Le calendrier du projet n'est plus une estimation, c'est un ordre. L'échéance est absolue. Furieux, Groves convoque les directeurs scientifiques dans son bureau spartiate. Face à des graphiques de production désespérément plats, il exige des réponses, pas des excuses. Les physiciens, mal à l'aise, se lancent dans des explications complexes sur les fluctuations des champs magnétiques et les instabilités ioniques. Ils demandent plus de temps, plus de données, plus de recherches. Pour Groves, ces mots sont le bruit de l'échec. La doctrine de l'expertise scientifique vient de s'effondrer officiellement, laissant un vide béant au cœur de la stratégie du projet. Poussé par cette urgence, le major Harrison Reed commet un acte d'insubordination calculée. Il rédige une note de service concise, contournant délibérément la hiérarchie scientifique et la fait parvenir à un des proches collaborateurs de Groves. Le document, intitulé « Protocole d'optimisation des facteurs opérationnels », propose une expérience radicale. Confier le pilotage d'un seul calutron à un groupe d'opérateurs sélectionnés, non pour leur savoir, mais pour leur dextérité manuelle et leur capacité à suivre des routines précises.
Il suggère de recruter par le personnel non qualifié en se concentrant sur les profils habitués aux tâches répétitives et minutieuses. C'est une attaque directe contre le dogme de l'élitisme académique, mais formulée dans le langage bureaucratique et inoffensif de l'efficacité militaire. La réaction du système est immédiate et violente. La proposition de Reed remonte la chaîne de commandement jusqu'au directeur scientifique, qui la perçoivent comme une hérésie et une insulte personnelle. Ernest Lawrence lui-même intervient, arguant que confier ces machines d'une valeur inestimable à des fermiers serait un acte de sabotage. Il prédit des pannes catastrophiques, des mois de réparation et la perte irréversible de précieux uranium enrichi. Le consensus est unanime. L'idée est non seulement stupide, mais dangereuse pour la sécurité nationale. Reed est convoqué par ses supérieurs directs. Il est formellement réprimandé pour avoir outrepassé ses fonctions. On le menace d'une mutation immédiate vers le front du Pacifique s'il persiste dans cette voie. Au même moment, la crise matérielle atteint son point de rupture. Un rapport final du War Production Board atterrit sur le bureau de Groves. Ses conclusions gravées en lettres capitales. Il n'y a plus de cuivre disponible. Pas dans une semaine, pas dans un mois, maintenant. Chaque fil a été alloué à la production de douilles et de câbles pour l'effort de guerre. La stratégie de la force brute, construire des centaines de calutrons supplémentaires pour compenser leur faible rendement, est officiellement morte. Le projet Y-12 est une usine gigantesque et paralysée, incapable de fonctionner efficacement et désormais incapable de s'agrandir. Le général Groves, l'homme qui pouvait déplacer des montagnes, se retrouve piégé par une simple pénurie de fils. Acculé, Groves se retrouve seul dans son bureau tard dans la nuit. Le rapport sur le cuivre d'un côté, la proposition rejetée de Reed de l'autre. Il méprise l'idée de Reed, qui contredit tout ce que les plus grands esprits du pays lui ont affirmé. C'est un pari absurde, une intuition contre une bibliothèque entière de connaissances scientifiques. Pourtant, le pragmatisme implacable de Groves reprend le dessus. Les experts ont échoué, la force brute a échoué. L'expérience de Reed, aussi folle soit-elle, a un coût quasi nul face à la perspective d'un échec total du projet. Il ne la voit pas comme une solution plausible, mais comme la dernière carte à jouer dans une partie déjà perdue. Il fait appeler le Major Reed. La rencontre est brève et glaciale. Groves ne donne pas son approbation. Il autorise une manœuvre non officielle. Reed disposera d'un seul calutron, le moins performant de l'usine, et de 48 heures. L'expérience se déroulera de nuit, en dehors des registres officiels, sous la surveillance de gardes militaires ayant pour ordre de tout consigner. Les conditions sont claires. En cas d'échec, Reed sera seul responsable. Il sera traduit en cour martiale pour insubordination, destruction de matériel gouvernemental et mise en danger de la mission. Groves ne lui offre aucune protection. Il lui donne une corde, laissant à Reed le soin de s'en servir pour se hisser ou pour se pendre. Les enjeux ne sont plus professionnels, ils sont devenus existentiels. Reed ne se tourne pas vers les départements techniques. Il accède au dossier du personnel civil, ignorant les diplômes et les qualifications. Ses yeux cherchent des indices différents, expérience en couture, en dactylographie, en montage de petites pièces. Il sélectionne une douzaine de jeunes femmes, la plupart à peine sorties de l'adolescence, fraîchement arrivées des fermes isolées des Appalaches. Elles n'ont aucune connaissance en physique, en chimie ou même en algèbre de base. Leur seule compétence commune est une familiarité avec le travail manuel précis et la patience infinie qu'il requiert. Il les convoque sans leur expliquer la nature de la tâche, leur demandant simplement si elles sont prêtes à participer à une expérience cruciale pour l'effort de guerre. Sa méthode de formation est une rupture totale avec la pédagogie scientifique. Il ne leur montre aucun schéma, ne prononce aucun terme technique. Le panneau de contrôle du calutron est présenté non pas comme une interface scientifique, mais comme un tableau de bord sensoriel. Ne regardez pas les chiffres, leur ordonne-t-il. Écoutez la machine. Si vous entendez ce bourdonnement grave, tournez ce cadran jusqu'à ce que le son devienne plus aigu. Si ce voyant clignote, ajustez ce levier jusqu'à ce qu'il se stabilise. Il transforme une procédure analytique complexe en une chorégraphie de gestes et de réactions. Il ne leur demande pas de comprendre, mais de sentir. Il leur apprend à dialoguer avec la machine dans un langage de sons et de lumière. La première nuit est un échec cuisant. Intimidées par le monstre de métal et d'électricité, les jeunes femmes sont nerveuses. Leurs gestes sont hésitants. Elles surcorrigent les ajustements, provoquant 2 courts-circuits qui plongent la salle dans l'obscurité et le silence. Le rendement en uranium est non seulement nul, mais le peu de matière traitée est contaminé et inutilisable. Le rapport des gardes est laconique et brutal. Expérience non concluante, équipement endommagé. La nouvelle se répand discrètement dans les couloirs. Les scientifiques se sentent vengés. Les ingénieurs hochent la tête avec un air entendu. Reed sent le poids du regard de Groves à des kilomètres de distance. Il ne lui reste plus que 24 heures avant la fin de sa carrière. La seconde nuit, l'atmosphère a changé. La peur a laissé place à une concentration intense. Les femmes ne suivent plus seulement les instructions de Reed, elles anticipent les réactions de la machine. Leurs mains se déplacent avec une fluidité nouvelle, une sorte d'intelligence tactile qui semble fusionner avec les circuits du calutron. Soudain, l'aiguille du compteur de rendement, cet indicateur qui n'avait offert que des soubresauts dérisoires pendant des mois, commence une ascension lente mais inexorable. Elle dépasse le meilleur résultat jamais enregistré par un physicien titulaire de doctorat, puis elle continue de monter. Dans la salle de contrôle silencieuse, Reed observe le cadran. Il comprend qu'il n'a pas seulement trouvé une solution, il vient de briser la colonne vertébrale du système. Le succès n'apporte pas le soulagement, mais une angoisse plus profonde. Devant les graphiques de rendement qui tracent une courbe ascendante et stable, le Major Harrison Reed ne ressent aucune euphorie. Il voit la vérité nue, brutale. Le pilier fondamental du projet Manhattan, la doctrine de l'expertise scientifique, est un mensonge. Une douzaine de jeunes femmes sans éducation, armées de leur seule intuition tactile, ont accompli ce que des lauréats du prix Nobel n'avaient pu faire. Cette réussite n'est pas une simple optimisation, c'est une réfutation, une accusation silencieuse contre l'arrogance de tout le système. Reed comprend que ce qu'il a découvert n'est pas une solution technique, mais une hérésie. Il ne tient pas une bonne nouvelle, mais un secret dangereux qui menace de faire s'effondrer la hiérarchie même qu'il a juré de servir. Son conflit intérieur atteint un point de rupture.
D'un côté, l'officier en lui, formé à la discipline rigide du corps des ingénieurs, dicte la procédure, rédiger un rapport détaillé, le soumettre à la chaîne de commandement et attendre les ordres. Il sait pertinemment que ce rapport sera intercepté par les directeurs scientifiques, qu'il sera perçu comme une attaque, débattu, analysé jusqu'à la paralysie et finalement enterré sous le poids de l'orthodoxie académique. De l'autre côté, l'ingénieur pragmatique voit les données irréfutables et l'urgence de la guerre. Attendre, c'est laisser le projet s'enliser. Suivre les règles, c'est garantir l'échec. L'obéissance est devenue une forme de trahison envers la mission elle-même. Son devoir et sa conscience sont désormais des forces opposées. Le lendemain, son sentiment d'aliénation se solidifie. Il observe la routine absurde de l'usine. Les physiciens continuent de tenir des réunions pour modéliser les instabilités ioniques, tandis que le général Groves pose des appels furieux pour réquisitionner le moindre kilogramme de cuivre encore disponible dans le pays. Ils sont tous brillants, tous dévoués et tous spectaculairement aveugles. Ils s'acharnent à résoudre des problèmes complexes à l'intérieur d'un paradigme qui est lui-même la source de l'échec. Reed est le seul à se tenir à l'extérieur de ce cadre, voyant avec une clarté insupportable que la solution n'est ni dans plus de science, ni dans plus de matériaux, mais dans un changement radical de philosophie opérationnelle. Il est seul, porteur d'une vérité que personne n'est prêt à entendre. Le poids de cette connaissance devient écrasant. Chaque heure perdue en débat stérile est une heure de gagner pour l'ennemi. La responsabilité n'est plus simplement celle d'un officier subalterne chargé d'une tâche logistique, elle est historique. S'il échoue à imposer sa solution, les conséquences se mesureront en vies humaines, peut-être même en l'issue de la guerre. Face à un tel enjeu, la perspective d'une cour martiale, de la prison ou du déshonneur personnel commence à lui paraître secondaire, un coût acceptable. Son dilemme n'est plus de choisir entre sa carrière et son intuition, mais entre sa sécurité personnelle et son devoir moral envers des millions de personnes. Il doit trahir ses serments pour honorer le but ultime de sa mission. La décision se cristallise non pas dans un bureau, mais sur le plancher de l'usine, en regardant ses opératrices prendre leur poste pour la nuit. Elles ne sont pas intimidées par la machine, elles la connaissent. Elles lui parlent avec leurs mains, dans un langage de patience et de précision. Elles incarnent la solution, une intelligence pratique, directe, débarrassée du fardeau de la théorie. Reed comprend alors que le système ne peut pas être convaincu, il doit être contourné. Sa décision est prise, froide et irrévocable. Il ne présentera pas un rapport pour approbation. Il va étendre son expérience, transformer sa rébellion silencieuse en une insurrection opérationnelle. Il ne demandera pas la permission de changer le système, il le forcera à changer. Son action est d'une audace folle, masquée sous le voile de la bureaucratie militaire. Au lieu de confronter Groves ou Lawrence, il utilise son autorité d'officier de liaison pour émettre une série de directives de standardisation opérationnelle aux superviseurs des autres sections de Calutron. Il ne mentionne pas les femmes. Il parle d'optimiser les facteurs humains et de réduire la variabilité des interventions. Il ordonne aux physiciens de se concentrer sur la collecte de données à distance pour ne pas perturber l'environnement opérationnel, un euphémisme pour les écarter des panneaux de contrôle. Simultanément, il charge sa première équipe de former secrètement d'autres femmes, créant une armée clandestine d'opératrices expertes au cœur même de la forteresse scientifique. C'est un coup d'état silencieux, mené avec des mémos et des changements d'horaire. Reed est en train de réorganiser l'épine dorsale de la production d'uranium du pays, en violation directe des ordres et de la doctrine établie. Il sait que la supercherie ne tiendra pas que 48 heures. Mais il parie que lorsque sa manœuvre sera découverte, les graphiques de rendement de dizaines de calutrons, tous affichant des résultats spectaculaires, parleront plus fort que n'importe quel règlement militaire. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Il a mis en jeu sa carrière, sa liberté, et peut-être sa vie, sur la conviction qu'une vérité démontrée par les résultats est une force plus puissante que n'importe quelle structure de pouvoir. La supercherie de Reed ne dure que quelques heures. À l'aube, dans la salle de contrôle centrale, un technicien blême fixe un mur de voyants et de cadres. Une anomalie impossible se propage à travers le réseau Y12. Des dizaines de calutrons, habituellement instables et peu performants, signalent simultanément une efficacité de production qui dépasse de loin les prévisions théoriques les plus optimistes. Ce n'est pas un pic isolé, c'est une vague de performance coordonnée, une symphonie de rendement si parfaite qu'elle ne peut être qu'une erreur systémative ou un acte de sabotage d'une sophistication inouïe. L'ingénieur, tremblant, déclenche l'alerte de sécurité maximale. Le système, conçu pour détecter l'échec, est incapable de comprendre le succès. L'alarme retentit jusqu'au bureau du général Groves. Le mot sabotage le fait bondir de sa chaise. Accompagné d'Ernest Lawrence, furieux et inquiet, et d'une escouade de la police militaire, il fonce vers les bâtiments de production. Dans leur esprit, le scénario est clair. Un agent ennemi ou un scientifique mécontent a provoqué une surcharge catastrophique. Ils s'attendent à trouver des machines en fusion, des courts-circuits et des émanations toxiques. La question n'est pas de savoir si le projet a été retardé, mais de combien d'années. Chaque pas qui les rapproche de la source de l'anomalie est chargé de la certitude d'un désastre irréversible qui pourrait coûter la guerre aux Alliés. Les portes métalliques de l'unité principale souffrent brutalement. Groves et Lawrence s'arrêtent net, figés sur le seuil. Il n'y a ni fumée, ni chaos, ni panique. À la place, un silence presque religieux, seulement troublé par le bourdonnement régulier et puissant des calutrons. À chaque panneau de contrôle, une jeune femme est assise, le dos droit, les mains se déplaçant sur les cadrans et les leviers avec une fluidité hypnotique. Les physiciens, les experts titulaires d'un doctorat, sont debout, immobiles le long des murs, les bras croisés. Ils ne sont pas aux commandes. Ils sont devenus des spectateurs impuissants de leur propre obsolescence, observant un miracle qu'ils sont incapables de reproduire ou même d'expliquer. Le choc de la scène est absolu. C'est la réfutation visuelle et brutale de la doctrine fondatrice du projet. L'élite intellectuelle de la nation, les esprits les plus brillants rassemblés pour percer les secrets de l'atome, a été mis sur la touche.
Leur savoir théorique, leurs calculs complexes, leurs modèles prédictifs se sont avérés non seulement inutiles, mais contre-productifs. La solution n'était pas dans leur cerveau, mais dans les doigts de ces jeunes femmes des Appalaches qui ne connaissaient rien à la physique nucléaire. L'image est insoutenable pour l'establishment scientifique, l'intuition disciplinée d'un novice venait de vaincre, de manière écrasante, l'analyse d'un expert. La hiérarchie du savoir venait de s'effondrer en silence. Le général Groves ne perd pas une seconde à analyser le paradoxe humain. Son regard balaie la scène et se fixe sur le seul langage qu'il respecte, les graphiques de production affichés sur les murs. Son doigt trace la courbe de rendement de chaque machine. Les lignes montent en flèche, atteignant des niveaux jugés impossibles quelques heures auparavant. Il ne voit pas une violation des protocoles, il voit une solution à la crise du cuivre. Il ne voit pas une insubordination, il voit des grammes d'uranium-235. Le pragmatisme militaire de Groves anéantit instantanément la doctrine scientifique. Le résultat est là, irréfutable. Pour lui, la méthode, aussi hérétique soit-elle, est validée par son efficacité. La guerre est une affaire de résultats, pas de théorie. Pour Ernest Lawrence, en revanche, la scène est une humiliation professionnelle et personnelle. Il observe ces opératrices qui semblent sentir le comportement de ces machines, des créations qu'il a mis des années à concevoir et qu'il pensait comprendre mieux que quiconque. Il réalise avec horreur que la complexité des calutrons n'était pas purement analytique. Elle possédait une dimension chaotique, presque vivante, qui répondait non pas à la logique, mais à un dialogue tactile. Son savoir immense, qui lui a valu un prix Nobel, est devenu un obstacle, un voile qui l'a empêché de voir la simplicité cachée au cœur de la complexité. C'est l'effondrement de sa vision du monde, la preuve que son intelligence l'a rendu aveugle. Le major Harrison Reed sort alors, sortant de l'ombre. Il se place devant Groves, son visage une prêle vierge d'émotion. Il ne prononce pas un mot, il ne présente aucun rapport. Son geste est d'une simplicité désarmante. Il désigne d'abord les graphiques de rendement qui crient la victoire, puis les femmes qui en sont les artisanes. C'est un acte de défi ultime. Il a violé la chaîne de commandement, mis en péril des équipements valant des millions de dollars et trahi la confiance de ses supérieurs. Il se livre à son juge, non pas en demandant la clémence, mais en présentant la preuve de son crime comme la solution à leur plus grand échec. Il a gagné et il est prêt à en payer le prix. Un long silence pèse dans la salle. Groves fixe Reed, son visage impénétrable. Puis sa voix claque, sèche et autoritaire, non pas vers Reed, mais vers les superviseurs pétrifiés. Je veux que ce protocole soit appliqué à l'ensemble du complexe, immédiatement. Toute personne qui s'y oppose me sera signalée. Il se tourne ensuite vers Lawrence, son ton ne laissant aucune place à la contestation. Vos hommes analyseront les données. Ils ne s'approcheront plus des commandes. D'une seule phrase, Groves a démantelé la structure de pouvoir du projet. La doctrine de l'expertise scientifique est morte. Le coup d'état silencieux de Reed a réussi. Le système a été brisé et reconstruit autour de sa rébellion. Groves prend Reed à part, loin des regards. Vous avez sauvé ce projet, Major. Vous avez aussi prouvé que vous êtes une menace pour la discipline. Il lui tend une enveloppe. Ce n'est pas une lettre de félicitations, mais un ordre de transfert. Reed est produit lieutenant-colonel, une reconnaissance de son succès. Mais il est réaffecté à un poste de logistique en Alaska, avec effet immédiat. Il ne verra jamais la bombe qui l'a rendu possible. La victoire a un coût. Pour avoir osé briser les règles, il est exilé du monde qu'il a créé. Il a gagné la guerre pour le projet, mais a perdu sa place en son sein. Son triomphe est absolu, sa solitude complète. Le système, par nature, ne pouvait admettre une hérésie. Le succès des opératrices fut donc immédiatement réinterprété et absorbé. Il ne fut jamais question d'une réfutation de l'expertise, mais d'une nouvelle phase d'optimisation opérationnelle. Les notes de service parlaient d'une standardisation des protocoles manuels et de la mise en place d'équipes spécialisées. Les jeunes femmes, désormais surnommées les Calutron Girls, devinrent la nouvelle norme, formées à la chaîne pour piloter l'ensemble du complexe Y12. Les physiciens furent poliment reconduits à leur tableau noir, officiellement chargés d'analyser le flot de données sans précédent que les nouvelles opératrices généraient. Leur rôle passa de celui de pilote à celui de commentateur. Le coup d'état de Reed fut transformé en une évolution logique et contrôlée, une victoire de l'organisation et non de l'insubordination. L'impact structurel le plus profond fut la résolution de la crise matérielle, mais d'une manière qui brisait un autre tabou fondamental. L'efficacité décuplée des calutrons rendit la construction de centaines de nouvelles machines inutiles, annulant de fait le goulot d'étranglement du cuivre. Cependant, pour les derniers ajustements critiques et l'amélioration des aimants existants, un conducteur encore plus performant était nécessaire. Inspiré par l'Odalt Reed, le général Groves commit l'impensable. Il contacta le secrétaire au Trésor et exigea le prêt de milliers de tonnes d'argent des réserves nationales de Fort Knox. La doctrine de l'intangibilité monétaire fut pulvérisée. Des lingots d'argent, fondement de l'économie de guerre, furent fondus et transformés en gigantesques bobines conductrices. Une hérésie opérationnelle en avait légitimé une autre, économique. Le lieutenant-colonel Harrison Reed ne fut jamais témoin de ces changements. Son exil en Alaska fut immédiat et sans appel. Il devint une figure fantomatique à Oak Ridge, un mythe murmuré dans les ateliers et les laboratoires d'ingénierie, mais dont le nom fut systématiquement effacé des rapports officiels. Son succès était trop dangereux, sa méthode trop subversive. Il avait prouvé que le système était faillible, non pas dans ses détails, mais dans ses fondations. Pour préserver son autorité, le système l'a récompensé par la promotion et l'a puni par l'oubli. Il était l'homme qui avait sauvé le projet en le trahissant. Un héros dont la victoire devait absolument rester anonyme pour que la hiérarchie puisse survivre à sa propre erreur. À la lumière de ce dénouement, l'affirmation initiale de l'histoire n'est plus un paradoxe, mais une conclusion logique. La raison pour laquelle des jeunes femmes sans éducation ont réussi là où des lauréats du prix Nobel ont échoué n'était pas un hasard. C'était une nécessité structurelle.
La connaissance approfondie des physiciens agissait comme un piège cognitif, les poussant à chercher des solutions complexes et théoriques à un problème qui était, en réalité, chaotique et sensoriel. Leur expertise était un filtre qui les empêchait de voir la machine telle qu'elle était. L'ignorance des opératrices, au contraire, était leur plus grande force. Elle leur offrait une perception pure, une capacité à dialoguer avec la machine sans le préjugé de la théorie, leur permettant de sentir ses rythmes au lieu d'essayer de les calculer. Après la guerre, l'histoire officielle du projet Manhattan a célébré le génie des physiciens comme Oppenheimer et Lorentz. Le rôle crucial des Calutron Girls fut relégué au rang d'anecdote colorée, une curiosité humaine dans une épopée scientifique. Pourtant, la véritable leçon d'Oak Ridge a survécu, non pas dans les livres d'histoire, mais dans les doctrines confidentielles de la gestion de projets complexes et de l'ingénierie des systèmes. La méthode de Reed, bien qu'anonyme, est devenue une étude de cas sur la différence fondamentale entre la complexité analytique, qui cède au savoir, et la complexité chaotique, qui ne répond qu'à l'adaptation intuitive. Le système, en fin de compte, a absorbé la leçon, même s'il a dû en bannir le messager. L'histoire de Harrison Reed et des opératrices d'Oak Ridge révèle donc une thèse universelle sur la nature de la résolution de problèmes. Face à un système dont la complexité dépasse notre capacité d'analyse, la connaissance théorique peut devenir un obstacle plus grand que l'ignorance. Elle crée une illusion de contrôle qui nous aveugle aux solutions simples et contre-intuitives. La véritable percée ne nie pas toujours de l'ajout de plus de savoir, mais du courage de reconnaître ses limites et d'adopter une approche basée sur l'observation, l'humilité et l'intuition. Car parfois, pour maîtriser le chaos, il ne faut pas le comprendre, mais apprendre à danser avec lui.